Face à cet enjeu, l'action de l'État est d'abord une surveillance particulièrement attentive de cette flotte, dont on estime qu'elle pourrait se composer d'environ 900 navires, parmi lesquels une dizaine est suivie quotidiennement en Manche. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, mais sachez que des réflexions sont en cours pour identifier des modes d'action pour lutter contre ce phénomène. Ces navires présentent un risque en termes de sécurité maritime. Il s'agit essentiellement de tankers de moyenne capacité, souvent de construction ancienne, récemment acquis par des opérateurs peu identifiables et ne respectant pas souvent les standards minimums de sécurité. Ils ne concernent d'ailleurs pas que les intérêts russes, mais également ceux d'autres pays comme l'Iran ou la Corée du Nord. Voilà, très rare d'avoir un vice-amiral qui s'exprime. Ça prouve que le problème, Sébastien Abyss, est prégnant. D'ailleurs, je note, il va y avoir des moyens d'action qui vont être mis en place. On ne peut pas encore tout vous dire. Est-ce à dire, pour le coup, que l'on va enfin traquer ces flottes fantômes qui passent leur temps à nous narguer, d'ailleurs, et à narguer celles et ceux qui décident des embargos? Ce qui est certain, c'est que c'est un vrai sujet depuis quelques années de voir que ce soit sur le transport d'hydrocarbures russes sous sanction, ou alors les bateaux fantômes de la Chine qui pêchent illégalement dans certaines zones de la planète. Dans les missions de la Marine nationale, il y a à la fois les aspects militaires, un peu classiques que l'on peut connaître en surface. Il y a des aspects moins connus. La marine est chargée des protections et du droit en mer. Elle regarde aussi les enjeux écologiques, environnementaux. L'amiral l'a dit dans cette déclaration, il y a des navires très anciens aujourd'hui qui sont utilisés dans ce qu'on appelle des navires poubelles, des navires poubelles en fin de parcours. On prend des vieux bateaux parce que évidemment c'est moins cher, et puis aussi on fait des montages un peu, pardonnez-moi l'expression, en poupée russe, donc on a du mal à savoir au final qui tient quoi. Ce qui est important, c'est de comprendre que pour la Russie, le phénomène s'intensifie depuis 3 ans parce que ça permet de contourner les sanctions, de s'adapter, et donc on a eu parfois des navires fantômes qui ont transporté du pétrole russe pour être raffiné en Inde, qu'on a quand même acheté aussi côté européen. Donc il y a notre sujet de dépendance énergétique d'un côté, mais on sait aussi qu'il y a eu du transbordement parfois, même de céréales. La Russie exporte énormément de céréales, et vous mettez des bateaux côte à côte, vous pouvez transborder en mer, et je rappelle que comme la mer c'est immense, on ne peut pas tout contrôler et pas tout voir. Ça me paraît énorme, 900 bâtiments, ça génère quel volume de trafic ? Alors déjà, c'est l'info, c'est-à-dire que le chiffre sur lequel, en tous les cas, moi, jusqu'à présent, c'était fantôme pour le coup. 600 navires, 900, c'est absolument colossal. Et ce qu'il y a eu depuis la dernière fois que j'ai regardé ces chiffres de nouveaux achats de bateaux, 300, ça me paraît énorme. Parce que ce qui se passe, c'est que les Russes vont acheter ça, si vous voulez, donc des bateaux qui sont au rebut et qui récupèrent. Et effectivement, ils passent par un système de pavillon de complaisance, etc., qui rend la surveillance extrêmement compliquée. Il y a autre chose qu'il faut se dire en réponse à votre question sur le volume de trafic, c'est que tout cela a été pensé bien en amont. C'est-à-dire que c'est un peu comme la gestion du fonds souverain qui se compte en centaines de milliards. Vous constituez pas une flotte fantôme de 900 navires en 2 semaines. Ça prend des années. C'est un modèle économique ? Bien sûr que c'est un modèle économique, et c'est un modèle économique de contournement, donc qui est illégal et qui a été pensé il y a des années pour constituer un tel stock, 900 navires. Je ne sais pas si vous imaginez, enfin c'est colossal. Alors, l'amiral parle de la Chine, de la Corée du Nord. Bon, il doit y avoir d'autres pays. Alors, bien évidemment, ça sent pas trop la démocratie quand même. Non, bien sûr, bien sûr. Et donc cette stratégie de contournement, elle rend quand même l'exportation des hydrocarbures dont la Russie est extrêmement dépendante économiquement compliquée, mais elle parvient à ses fins grâce à ce système parce qu'elle se joue, si vous voulez, des failles dans la législation, et du fait que nous, et ça c'est très important, nous, démocratie, nous respectons le droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en pleine mer arraisonner un navire. C'est la question que tout le monde, quand vous discutez avec le commun des mortels, mais le jeu est en train, le jeu est en train de se muscler. C'est aussi la mer, c'est un espace commun. Donc, entendre le préfet Benoît de Guibert, mais c'est vrai que quand vous parlez à tout à chacun, on me dit ça résonne un bateau. Oui, vous pouvez faire on n'est pas des pirates. Des militaires à l'intérieur, ils naviguent pas loin des côtes. C'est un acte de guerre. On a toujours dit qu'on voulait pas faire la guerre à la Russie.
Donc même, alors on pense tout de suite à la si mer. vous arraisonnez un bateau dans les eaux internationales, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire mais que il navigue pas que dans les eaux internationales. Non, mais alors justement, comme disait Gallagher, c'est quelque chose qui est construit évidemment avec une vision stratégique. Ça veut dire que dans le temps, il faut construire des complicités dans les pays où vous allez charger entre les douaniers, les dockers, etc. Il y a tout un système de complicité évidemment sur terre qui doit se mettre en place. Sur le plan financier, et là l'ingénierie russe qui contourne les sanctions n'est pas née en 2022, là aussi. Donc on voit bien que c'est une vision de certains pays qui sont pas en fait dans les règles internationales et qui veulent aussi dessiner une géoéconomie internationale fonctionnant avec leur propre méthode. C'est un monde économique parallèle alors. Oui, absolument. Guerre ou pas guerre, Joséphine? Oui. Je voulais ça. Et c'est surtout des pays qui se sont mis dans un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est lequel? Eh bien, c'est de savoir qu'à un moment, il pourrait être mis au banc ou à la marge de la société régie par le droit international, qu'est la société occidentale notamment, et que en cas de mise au banc, eh bien, ils auraient des alternatives crédibles, développées, et qui leur permettraient de continuer à rester des puissances importantes et imposantes. Et puis surtout, ils connaissent parfaitement nos limites. Et nos limites, eh bien, c'est celles que nous sommes nous-mêmes fixées. C'est-à-dire le droit international d'abord, les différentes règles qui régissent le droit maritime, le droit de la guerre, etc. Et donc, en connaissant ces limites, ils savaient également comment les contourner et comment, en cas de mise au banc, là encore, ils pourraient tout à fait continuer à faire fonctionner leurs économies malgré des sanctions potentielles. Alors, quand on en est, Yves Doutrillo, à 900 navires, que l'on parle d'économie parallèle, elle est vraiment parallèle, celle-là. Est-ce qu'il ne faut pas que l'on change de notre mode de lutte? Alors, il faut déjà indiquer que du côté européen, en tout cas, on a mis en place des systèmes, comme on a quand même, notamment la place de Londres, une sorte de monopole mondial sur l'assurance maritime, avec les Lloyd's. Notamment les Lloyd's, oui. Alors, on avait décidé de ne plus assurer les cargaisons. Les compagnies de fret sur le territoire européen, et je dis les britanniques parce que tout ça a été concerté aussi avec le Royaume-Uni, on avait aussi décidé, pour éviter ce contournement, qu'aucune compagnie de fret européenne ne pourrait être impliquée directement ou indirectement. Après, vous vous souvenez, là, ça c'est l'été 2023, on a imaginé que les Américains, dans le cadre du G7 d'ailleurs, un prix au-dessus duquel, j'espère que je ne me trompe pas, on ne pouvait plus acheter du pétrole russe. Oui. Parce qu'il y a toujours... Alors, c'était 60, c'est variable selon l'évolution des cours. Donc, il y avait déjà des mesures prises, en quelque sorte, pour éviter le contournement du... Non, bon, ça n'a pas marché, on le voit bien, 900 navires, il y a un problème. Et puis, il n'y a pas que du pétrole, visiblement, il y a aussi des céréales. Alors, après... Est-ce qu'on peut changer notre mode de lutte ? En fait, ce qu'il faut, c'est utiliser de nouveaux outils tels que ceux qui sont fournis par l'intelligence artificielle pour répertorier en fait la flotte fantôme. Il y a des navires qui sont suivis et il y a tout un arsenal législatif à notre disposition. Je ne dis pas qu'il faut peut-être le faire croître ou en tous les cas s'y tenir et en cas de manquement intervenir immédiatement, parce que certains de ces navires font du transport, il y en a d'autres qui laissent traîner leurs ancres pour rompre des câbles, etc. Donc il faut montrer une vraie fermeté par rapport à ça, et il faut également leur indiquer, manifester notre présence et nos connaissances quant à leur présence même dans les eaux internationales, sans procéder à des actes de piraterie ou de guerre. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à ce piège-là. Je vais juste compléter ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi le programme de sanctions secondaires envisagé par les États-Unis, avec des droits de douane qui viseraient à ce moment-là un pays comme l'Inde, par exemple, qui rachète du pétrole. Vous avez raison. Voilà. Mais c'est envisagé. Ça a été envisagé par Donald Trump, notamment vis-à-vis de la Chine. Et il est vite revenu sur ses propos. J'ai une dernière image à vous soumettre. Elles ont été prises par la Marine nationale, je précise. Alors, ça n'a rien de fantôme. Vous l'avez bien vu, il s'agit d'un sous-marin d'attaque russe. Il s'est retrouvé il y a 2 jours, nez à nez avec un chalutier. On est au large des Côtes d'Armor, en Bretagne. Le submersible était, nous dit-on, suivi par l'une de nos frégates pour, alors je cite, un simple transit. On l'accompagne poliment, mais fermement. Il est dans les eaux internationales, donc il n'y a pas d'infraction. C'est quelque part un non-événement, sauf qu'il est russe. C'est un sous-marin conventionnel, donc pas à propulsion nucléaire et certainement pas lanceur d'engins nucléaires.
Donc, c'est pas un acte hostile. A priori, il vient probablement, je ne le sais pas, mais probablement de la Méditerranée orientale, donc du large des côtes syriennes peut-être, et il retourne à son port russe. Mais parce qu'il est russe, effectivement, il y a une transmission qui est faite peut-être entre les Espagnols, les Portugais, ensuite les Français et ensuite les Britanniques avant qu'ils ne remontent vers le nord.